Bonjour à tous. Je suis Nikolai Tongjen, PDG du Fonds souverain norvégien, et j'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec Aliko Dangote. Aliko est le fondateur et le PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique. Il y a près de 50 ans, il a débuté avec une petite société de négoce au Nigeria, et aujourd'hui son empire s'étend sur tout le continent. Il a bâti ce que beaucoup disaient impossible, une industrie africaine de grande envergure en partant de rien. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Nicolas. Bienvenue à vous. Ravi d'être ici. Comment tout a commencé? Eh bien, j'ai commencé comme société de négoce en 1978. Et quel genre de choses vendiez-vous? Du ciment. À l'époque, j'ai commencé par le ciment. Je recevais 4 ou 5 camions et je les vendais là-bas, à Lagos. Et puis plus tard, moi, je me suis lancé dans le poisson, le riz, le sucre. Et vous savez, on a continué à se développer. Ma première importation de sucre a eu lieu en 1980. Wow. Vous savez, tout était sous licence d'importation, alors j'en ai obtenu une. Votre famille était dans le commerce depuis plusieurs générations, n'est-ce pas? Plusieurs générations. Mon arrière-grand. Vous savez, cette histoire, si l'on regarde du côté maternel, le grand-père de ma mère, qu'on appelait Al-Hassan Dantata, faisait déjà du commerce, vous savez. Nigeria, Ghana, vous voyez, et il est mort en 1955 avant ma naissance. Mais il était l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest à cette époque de son vivant. Et bien sûr, mon défunt grand-père, Sanusi Dantata, a aussi été le Nigérian le plus riche à un moment donné. Et vous avez grandi avec votre grand-père? J'ai grandi avec mon grand-père parce que mon père est mort quand j'avais environ 8 ans. Vous savez donc... Et c'est votre grand-père qui vous a appris le métier de commerçant? Oui, c'est mon grand-père qui m'a appris à commercer. Il m'a envoyé à l'école et tout ça. Mais en fait, je n'ai jamais grandi avec mon père. Je n'ai jamais vécu avec lui. Vous savez, parce qu'à ma naissance, j'étais le premier petit-fils. Et dans notre tradition, le premier petit enfant va vivre chez ses grands-parents. D'accord. Ma sœur, ma défunte sœur, se trouvait être le premier petit enfant. Alors ils l'ont emmené. Et puis le suivant, c'était moi, un garçon. Alors ils m'ont emmené aussi. Donc ma sœur et moi avons grandi avec mes propres grands-parents. Wow. Oui. Alors, selon vous, quelle est la clé pour bien commercer? La clé, avant tout, c'est la discipline. Il faut être très, très discipliné. Il faut savoir dans quoi on commerce. Il ne s'agit pas de toucher à tout, non. Vous devez choisir ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, puis vous vous lancez et vous vous concentrez là-dessus, et puis plaisir et affaires ne se mélangent pas du tout, et c'est le genre de discipline que j'ai reçu. Mon grand-père commençait à travailler dès 6 heures du matin. Et il travaillait jusqu'à tard. Il avait une vie très simple. Certains jours, il conduisait lui-même. C'est dire à quel point, vous savez, il était simple. Une personne très disciplinée et honnête. J'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses de lui. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? D'abord, être très honnête, s'assurer d'être juste envers tout le monde et être aussi généreux. Il était très généreux. Pour vous dire à quel point il a fait don de tous ses biens et de son argent avant de s'éteindre. Wow. Et puis, aussi en affaires, il a toujours été très, 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 très juste. Quand vous dites que les affaires et le plaisir ne se mélangent pas, ça veut dire que vous n'aimez pas ce que vous faites? J'adore ce que je fais. Alors quand on regarde les affaires, par exemple aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je travaille? Les gens voient que je travaille si dur. Vous savez pourquoi? Parce que mon travail est en fait mon passe-temps. Ouais. Je considère mon travail comme un loisir. Parce que si je le voyais comme un emploi, je ne travaillerais pas autant. À quel point travaillez-vous dur? Je travaille. Laissez-moi vous donner un exemple. Je me couche, peut-être parfois à 23 heures ou minuit, mais je me réveille vers 5 heures du matin. Je vais à la salle de sport. À 7h30 ou 8h, j'ai fini. Ensuite, je vais à mon bureau. Et je travaille vraiment aussi dur que n'importe quel employé, chaque jour. Et vous approchez des 70 ans maintenant? J'approche des 70 ans. J'ai 69 ans. J'ai eu 69 ans il y a tout juste un mois, en fait. Moins que ça, il y a environ 3 semaines, j'ai eu 69 ans. Mais je pense que cette discipline
est une bonne chose parce que je ne veux pas... Laissez-moi vous dire quelque chose, vous savez, Nicolas. Par exemple, quand j'ai décidé de me lancer dans l'industrie, vous savez ce que j'ai fait? J'ai vendu toutes mes propriétés aux États-Unis. J'avais 2 maisons aux États-Unis, de grands manoirs, et j'avais une maison au Royaume-Uni. Et je voulais vraiment m'installer au Nigeria et me concentrer. Pourquoi? Vous savez, parfois, quand on possède une maison, une résidence de vacances, n'importe où, on doit se libérer du temps pour aller profiter de ce bien. Alors maintenant, ma vie est très simple. Où que j'aille, je descends à l'hôtel, je paie. Quand je pars, personne ne m'appelle pour me dire qu'un tuyau a éclaté ou qu'il y a un problème. Donc, je suis dévoué à ce que je fais et je ne fais pas les choses au hasard. Je définis toujours une vision. C'est comme maintenant, nous avons créé une vision pour 2030, pour savoir que j'ai un objectif à atteindre. Je ne fais pas d'affaires de manière ordinaire, non, non, non. Toutes mes entreprises ont des objectifs précis. Comment décidez-vous dans quel secteur investir? Parce que vous auriez pu tout choisir, mais vous avez sélectionné quelques domaines et vous vous y concentrez. Eh bien, je regarde d'abord ce dont nous avons besoin en tant que peuple. Qu'est-ce que nous devrions produire alors que nous l'importons? Nous faisons donc ce qu'on appelle une, vous savez, intégration verticale, ce qui signifie que ce que nous importons, nous le produisons. Nous produisons ce dont nous avons besoin. Et nous produisons désormais des choses que chaque être humain, en se réveillant le matin, utilise forcément. Comme le ciment ou encore le sucre, par exemple, des produits que l'on utilise souvent. Ciment, sucre. Mais vous avez aussi essayé la farine et le textile et vous en êtes sorti. J'en suis sorti, oui. À cause des défis liés aux devises étrangères, c'est pourquoi nous avons quitté la minoterie. Mais aujourd'hui, nous sommes très, très performants en termes d'exportation. Si vous regardez bien, une partie de ce que nous annonçons est que lorsque vous investissez dans l'une de nos entreprises, à l'avenir, dans le ciment par exemple, la raffinerie, la pétrochimie, les engrais, le port, nous garantissons le paiement de dividendes. En dollars parce que nous sommes très présents à l'exportation, 80% de nos revenus seront en dollars. C'est pourquoi nous disons maintenant que, écoutez, oui, vous avez le choix. Pour les locaux, nous pouvons payer en NERAS. Si vous ne voulez pas de NERAS, pour limiter les risques, vous savez, car pour la plupart des investisseurs étrangers, le problème est souvent de pouvoir convertir et rapatrier leurs dividendes. Mais nous avons réglé ce problème. Nous disons simplement investissez. Et vous réinvestissez généralement l'argent dans l'entreprise? Oh, dans toutes nos activités. Car si vous regardez Dangote Industries, depuis sa création, nous n'avons jamais versé de dividendes. Si nous recevons des dividendes, c'est uniquement des sociétés cotées en bourse. Mais pour les sociétés détenues à 100% par Dangote Industries qui ne sont pas cotées, nous ne retirons jamais un centime de l'entreprise. Mais Aliko, quand vous regardez le groupe aujourd'hui, que diriez-vous? Quelles sont les, disons, 3 décisions les plus importantes qui ont fait ce succès? En fait, la décision majeure a été de se lancer dans le ciment pour aider de nombreux pays africains en difficulté. Le ciment se vendait $250 la tonne dans des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville, au Nigeria. Il fallait payer et attendre 3 mois. Nous avons réalisé que les acteurs du ciment n'étaient pas sérieux quant à sa disponibilité. Nous sommes donc intervenus et nous avons investi massivement. Et vous êtes présent dans 14 pays pour le ciment? Nous sommes dans 14 pays. Maintenant, si l'on regarde, vous savez, le pétrole en Afrique, beaucoup de pays produisent du pétrole, mais ils ne le raffinent pas. Ils exportent donc le pétrole brut et importent ensuite les produits. Et l'importation coûte énormément d'argent. Cela puise en fait profondément dans nos propres réserves. Alors quand je regarde le Nigeria aujourd'hui, je me dis, d'accord, bien. Mais nous avons des files d'attente pour le carburant depuis 52 ans. Parfois, les gens restaient à la station pendant Noël. Il fallait parfois faire la queue pendant 2 jours pour essayer d'acheter du carburant dans un pays qui produit du pétrole. Et nous avons essayé. Les raffineries d'État, elles sont toutes détruites. Elles ne fonctionnaient pas vraiment bien. Alors, on s'est dit, d'accord, très bien. Prenons cette décision audacieuse. Alors vous décidez, je vais construire une raffinerie? J'ai décidé que j'allais construire une raffinerie. Et faisons la plus grande.
la plus grande jamais vue au monde. au monde, de tous les temps. 50% de plus que la plus grande. 20 milliards de dollars, c'est énorme. 20 milliards investis. Racontez-moi ça. On a donc commencé par ça. Nous avons lancé le projet en 2013. On a eu des problèmes de terrain pendant 5 ans. Un terrain, 3 ans et demi. L'autre terrain, 1 an et demi, où nous n'avons même pas pu avoir accès. Tout cela a été bloqué par ce qu'on appelle la mafia du pétrole, pour s'assurer que nous ne venions pas régler ces problèmes. Mais nous n'avons pas du tout été découragés. Nous étions vraiment concentrés. Nous savions ce que nous faisions. Et Nicolas, quand on a commencé, le taux de change du Naira était de 156. On est même monté jusqu'à 1900. Mais nous avons quand même continué. On a dû construire notre port, car aucun port du pays ne pouvait accueillir ces équipements lourds. Une pièce pesait 3000 tonnes. Nous en avons une autre qui est le régénérateur. Ensuite, nous avons une autre pièce, l'unité de distillation de brut. Celle-là aussi fait 2700 tonnes. Nous avons donc près de 30 de ces équipements et nous avons construit la raffinerie en important la plupart de ces équipements, préchauffeurs et autres sous forme modulaire. Vous avez donc dû construire un port, construire des routes, l'électricité. On a dû construire des routes, s'occuper de l'eau. L'eau, c'est 440 millions de litres d'eau. Vous savez, de l'eau traitée. Donc notre département de l'eau seul fait plus de, disons en hectares, en taille, plus de 30 hectares. Combien de personnes ont travaillé là-dessus? 67 000 personnes ont travaillé à la construction de la raffinerie. Et ça nous a pris... C'est la taille de la ville où j'ai grandi. Eh bien, vous savez, mais je veux dire, c'est ainsi que nous avons dû, en fait, maintenant, parce que nous construisons quelque chose. Et heureusement, laissez-moi vous dire ce que vous ignorez. Heureusement pour nous, on ne savait pas ce qu'on construisait. Parce que si j'avais vu le plan et les dessins d'un coup, n'est-ce pas, je n'aurais jamais construit cette raffinerie. En fait, j'aurais sûrement dégonflé. Vraiment? Oui. Parce que, enfin, vous savez, quand on a commencé, c'est comme si on commençait à traverser l'océan à la nage. Arrivé au milieu de l'océan, on se rend compte que la marée est mauvaise. Si on avance, c'est mauvais. Si on recule, c'est... Alors, il faut continuer d'avancer. Et c'est ce que nous avons fait. On a dû continuer à travailler encore et encore en croyant qu'on y arriverait. D'où est venu l'argent? Nous avons reçu beaucoup de soutien. Vous savez, au départ, on devait financer la majeure partie sur nos fonds propres. Mais à cause de la dévaluation, on a dû compter sur Afreximbank, l'African Finance Corporation, Zenith Bank, Access Bank, UBA et quelques autres banques locales. Mais bien sûr, on a aussi de très bonnes relations avec la Standard Bank d'Afrique du Sud et au début, la Standard Chartered Bank du Royaume-Uni. On a eu énormément de chance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la raffinerie terminée, les choses ont largement dépassé nos propres attentes. Que voyez-vous suite à la crise au Moyen-Orient? En ce qui concerne ce secteur, enfin pour toutes vos activités, quel est l'impact? Eh bien, il faut dire que l'impact sur nos activités est en réalité plutôt bénéfique que négatif, ce qui est vraiment appréciable. Parce que si vous regardez l'urée dont nous sommes producteurs, Qui est l'engrais? qui est de l'engrais, aujourd'hui l'engrais est très demandé. Pas seulement très demandé en février, avant la crise au Moyen-Orient, on vendait la tonne environ 400 $. Aujourd'hui, on vend la tonne d'engrais 850 $ et en fait, tout est déjà vendu. Pour le plastique, le polypropylène est passé de 900 à environ 3000 $ au Royaume-Uni aujourd'hui. Et pour nous, sans le polypropylène que nous produisons, toute l'industrie du plastique au Nigeria, qui est énorme, presque 2e ou 3e employeur, aurait dû fermer car on n'en trouve nulle part ailleurs. Notre carburant destiné à l'aviation est actuellement proposé à la vente jusqu'à la mi-juillet et chaque jour, nous en produisons environ 20 millions de litres, ce qui garantit une disponibilité continue. D'où provient votre brut maintenant?
On s'approvisionne à environ 56% au Nigeria et un peu ailleurs en Angola. On en achète pas mal en Angola. On en achète en Libye. On en achète aux États-Unis. À un moment, on faisait presque 7 à 8 cargaisons de WTI venant des, vous savez, États-Unis. Mais on reçoit plus de brut nigérian maintenant. Alors, vous savez, on doit acheter maintenant 21 cargaisons chaque mois. C'est dire notre envergure. Et vous savez, on va plus que doubler la raffinerie, vous savez, dans les 30 prochains mois. On sera à 1,4 million, ce qui est énorme. Quelles sont les forces qui ont essayé de s'opposer à vous dans ce projet? Vous avez mentionné une sorte de, vous savez, de situation mafieuse. Eh bien, les gens qui en profitent réellement, car le Nigeria donnait presque 10 milliards de dollars chaque année en subventions. Il y a donc des transporteurs qui se font des tonnes d'argent. Il y a des négociants qui se font des tonnes d'argent en achetant le brut et en nous envoyant, vous savez, des produits. Ils utilisent ça, ils disent que, vous savez, c'est un échange où ils vous donnent du brut et vous leur fournissez des produits. Il y a aussi les gens du coin parce que c'était subventionné. Donc beaucoup de gens, très peu de gens obtiennent des allocations. Alors ils se font des tonnes de milliards de naira. Ce sont donc ces gens qui ne veulent pas qu'on s'installe parce qu'ils croient que non, on vient ici pour les évincer, ce qui est, je veux dire, bien sûr, ce qu'on a fait maintenant. Absolument. Et maintenant, vous allez évincer plus de gens car vous prévoyez un projet en Tanzanie. La Tanzanie, il y a quelques pays qui disent, d'accord, écoutez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne veut plus dépendre de l'approvisionnement de là-bas. On a besoin de notre propre raffinerie, donc l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et certains autres pays comme, vous savez, je veux dire, le Rwanda et compagnie. Quand on construira la raffinerie de la même taille 650, on pourra desservir jusqu'à l'Éthiopie. Est-ce que vous allez construire toutes ces raffineries, ça? Ah oui, on va le faire, on va construire. Alors, quel est le total? Quel est le montant total des dépenses pour ça? On a maintenant le groupe à l'échelle mondiale, on a 45 milliards de dollars à dépenser, mais vous savez qu'on fait aussi du GNL au Nigeria. On fait une infrastructure gazière pour récupérer tout le gaz, qu'on brûle à la torche dans le sud et l'est pour l'amener vers l'ouest où on installe une, vous savez, usine de GNL, environ 12 millions de tonnes de GNL. Chaque train fera environ 6 millions. Comment allez-vous acheminer, allez-vous relier tout ça par pipeline? On achemine par pipeline de là-bas vers le bas et ensuite on a l'usine de traitement du gaz. Vous savez, le gaz nigérian est un gaz associé. Il faut donc le traiter avant de pouvoir l'utiliser pour le regazéifier. Vous savez, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de s'assurer que, oui, nous examinons nos revenus. Quelle est notre source de revenus? Quel est notre chiffre d'affaires? Et quel est l'EBITDA que nous aurons entre 2026 et 2030? Quel est l'écart que nous avons? Quel est l'autre déficit d'assurance que nous devons combler? Et c'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous envisageons de vendre une partie de l'entreprise, d'attirer plus d'investisseurs et de veiller à ce que nous continuions, vous savez, à accélérer nos activités. Le ciment passant à 100 millions de tonnes. Dans le ciment, vraiment, nous n'avons même pas besoin de beaucoup d'argent. Nous obtenons des financements et la génération de trésorerie est très liquide, elle est importante. Nous pourrons donc financer ces 45 milliards, ce qui nous amènera finalement à 100 milliards de dollars de revenus. Car notre objectif est d'atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030 avec une valorisation boursière de peut-être plus de 200-250 milliards de dollars. Car au moment où nous parlons, l'an dernier, notre EBITDA était de 3 milliards de dollars, mais l'objectif d'ici 2030 est de décupler ce montant. C'est d'être à plus de 30 milliards d'EBITDA. Quelle est la différence entre voir grand et voir trop grand? Quelle est la différence avec le fait de voir grand? Parce que si vous voyez grand, vous grandissez. Quand vous voyez petit, vous ne grandissez pas du tout. Il faut donc, avant tout, savoir que le secteur dans lequel vous vous lancez est un secteur que vous connaissez par cœur. C'est comme moi et n'importe quel employé, les 10 cadres supérieurs, si vous les réveillez tard le soir, ils vous expliqueront le processus de chaque partie de notre activité. Alors,
Nous ne voyons pas petit car d'abord nous savons que sur le marché où nous opérons, il y a un grand vide. Mais comment s'assurer de ne pas trop se disperser? Non, nous ne nous dispersons pas car nous veillons à ce que tout ce que nous faisons de notre côté en termes de financement, nous puissions le financer sans peine. Nous avons beaucoup d'institutions financières qui croient en nous et elles sont prêtes à nous soutenir financièrement pour nous permettre de réussir. C'est le premier point. Deuxièmement, ils savent que nous avons l'habitude de mener à bien des projets. Comme nous avons l'habitude de mener à bien des projets, ils savent que, oui, leur argent ne sera pas en danger. Nous avons livré une raffinerie comme il n'en a jamais été construit avec la pétrochimie et nous avons géré 67 000 ouvriers. Sur le site, nous avons construit pendant les moments les plus difficiles, à savoir le Covid. Nous avons construit dans un environnement très difficile, le Nigeria, et nous avons réussi à livrer. Quand on a livré, a-t-on vraiment mis en service? Est-ce que ça a vraiment marché? Très bien. La réponse est oui. La raffinerie a été testée. On a maintenant traité du brut à 661 000 barils par jour. On a donc démontré cette capacité. Eh bien, beaucoup d'institutions financières disent maintenant que oui, si c'est Dangote, vous faites ce projet, on est là pour vous soutenir car on sait que vous pouvez livrer, vous avez la capacité, le savoir et l'expérience. Vous avez donc maintenant 18 entreprises dans 17 pays. Quels sont les plus gros risques, selon vous? Eh bien, le plus gros risque pour nous, c'est s'il devait y avoir une guerre civile, ce qui, je tiens à le préciser, n'est absolument pas, je veux dire vraiment pas du tout en vue à l'heure actuelle. L'autre risque majeur, c'est l'incohérence des politiques gouvernementales. Et sur ce point, rassurez-vous, nous nous en occupons sérieusement. Car si vous regardez notre raffinerie, la compagnie pétrolière nationale en détient déjà 7,25%. Et ils essaient d'en acheter plus. C'est nous qui disons non, on veut maintenant répartir ça pour que tout le monde en fasse partie. Ce sont donc les deux plus gros risques que nous ayons. L'autre concernait les infrastructures. Mais ce qu'on fait aussi, pour tout vous dire, c'est qu'on travaille avec le gouvernement sur les infrastructures. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On construit des routes pour une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Le fait est que, comme nos entreprises marchent bien, les impôts sont élevés. Vous êtes principal contribuable du Nigeria? Eh bien, oui. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des routes. Quand on construit des routes, une politique gouvernementale nous permet de déduire nos investissements sur 3 ans. 50% la première année, 25% la deuxième et 25% la troisième. On n'attend donc pas vraiment que le gouvernement nous donne ces infrastructures. On construit maintenant les infrastructures pour pouvoir absorber le type d'activité qu'on mène, et pas seulement pour nous, mais pour les autres investisseurs au Nigeria. Mais quels sont les défis quand on est le plus gros employeur du pays, le plus gros contribuable et qu'on dépend du gouvernement? Quels sont les défis à relever dans un tel environnement? Eh bien, on ne dépend pas vraiment du gouvernement, non. Car si on regarde bien, c'est comme partout ailleurs. Pour ceux qui opèrent en Amérique, par exemple, demain matin, si monsieur Trump se lève du mauvais pied, il peut instaurer une règle qui les aide ou les ralentisse, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses changent. Même en Afrique, car les gouvernements sont convaincus que le seul moyen de créer des emplois, c'est de passer par le secteur privé. Parce que le gouvernement est déjà à pleine capacité. Ils n'ont pas les ressources pour faire ça, mais en comptant sur le secteur privé, où vous offrez de très bonnes politiques d'investissement, n'est-ce pas? Avec ces bonnes politiques d'investissement, cela signifie que les gouvernements sont devenus des partenaires. Mais comment le sont-ils? Vous savez, aujourd'hui, si je gère l'entreprise, même quand je ne gagne pas d'argent, j'ai généré des revenus, sur lesquels le gouvernement percevra la TVA et une imposition minimale. Donc le gouvernement, dans certains secteurs, comme le ciment, je répète souvent que le gouvernement gagne plus d'argent que nous, à cause des diverses taxes que nous payons. Mais nous sommes contents car nous grandissons aussi. Donc ça nous convient. Vous savez, nous voulons aussi nous comporter comme une entreprise socialement responsable. Et c'est ce que nous sommes. C'est donc un partenariat où le gouvernement propose de très bonnes politiques d'investissement
une bonne réglementation en veillant à ce que nous n'abusions pas du système, ce que nous ne faisons pas. Qu'est-ce que les investisseurs étrangers ne comprennent pas lorsqu'il s'agit de faire des affaires en Afrique? Ce qu'ils ne comprennent pas vraiment, il y a une chose qui les déconcerte vraiment, c'est que, d'accord, si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que nous, Africains, n'investissions pas dans nos propres économies? Parce que l'erreur que nous avons commise par le passé, c'est de chercher des investisseurs étrangers. Mais les investisseurs étrangers ne sont attirés que par les investisseurs locaux. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, Nicolas, parce que si vous regardez bien, nous investissons massivement. Je veux dire, nous ne sortons même pas d'argent de l'entreprise. La majorité des entreprises aujourd'hui, pour n'en citer que quelques-unes, comme Adnocé, nous sommes en pleine discussion avec elles. Et nous voulons un partenariat très sérieux dans les engrais, le secteur pétrolier et d'autres domaines comme les infrastructures. Les gens s'intéressent aux infrastructures. C'est pourquoi nous construisons le plus grand port en eau profonde d'Afrique, à environ 60 km de Lagos. C'est le genre de choses que nous faisons et je crois que le gouvernement réalise maintenant que pour tenir ses promesses électorales, il doit travailler avec le secteur privé. Cela nous a en fait donné une assurance, car si le gouvernement perturbe nos activités, il sera le premier à en souffrir avant nous. À quel point les pays africains sont-ils différents en termes de culture et de culture d'entreprise? À quel point est-ce différent de faire des affaires dans ces divers pays? Ce n'est pas vraiment très difficile car cela dépend du type de culture que vous essayez de créer dans votre propre organisation. Si vous avez une organisation solide, vous avez un personnel très bien formé sur le plan culturel. C'est aussi bien que d'opérer n'importe où dans le monde. Donc, je veux dire, il n'y a en fait aucun problème à ce sujet du tout. Vous savez, comme je vous l'ai dit, on ne va pas chercher des gens dans la rue pour les embaucher, non. Nous avons une académie. Nous avons une formation pour diplômés. Ce sont des gens que nous recrutons parmi les meilleurs des universités et nous leur faisons suivre ce qu'on appelle une formation pour diplômés. Et une fois qu'ils le sont, vous savez, nous leur avons toujours laissé le choix pour être honnêtes, car nous sommes la grande entreprise du pays, ou même du continent. Nous disons que, écoutez, si vous êtes heureux, restez avec nous. Vous avez un emploi garanti. Mais après votre formation, vous pouvez aussi bien, même si vous avez une meilleure offre de Shell ou d'une autre entreprise, y aller. Nous contribuons donc réellement au développement national du pays. Et maintenant, nous sommes dans 14 pays africains. Ce que nous faisons toujours aussi, c'est d'aller dans ces 14 pays africains et de les faire venir pour les former. Nous avons aussi ce que vous avez, ce qu'on appelle les jeunes leaders mondiaux, dont nous avons maintenant formé plus de 200 Africains. Et cela nous coûte beaucoup d'argent car c'est en partenariat avec Davos, avec le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial fait donc cette chose pour les Africains. Ils ne donnent aux Africains que 5 places. Alors j'ai dit non, augmentez à 25 ou 30 et la fondation Dangote paiera la facture. Ce que nous avons maintenant, je pense que c'est un projet qui nous coûte environ 650-700 000 francs suisses chaque année. Et nous recrutons des gens que nous ne connaissons même pas. Certains d'entre eux, vous savez, mais il faut avoir moins de 40 ans. Certains d'entre eux sont ministres. Ils vont donc maintenant rejoindre ces jeunes leaders mondiaux, vous savez, avec une très très bonne chose, et ils sont très heureux. Et ils sont très heureux. Nous avons... Mais quand on regarde la démographie du Nigeria et de l'Afrique, il faudrait beaucoup de jeunes leaders. Nous en avons. Je veux dire, en Afrique, d'ici 2030, nous aurons presque d'ici 2050, nous aurons 1,6 milliard de travailleurs. Vous savez, de personnel. Vous savez, ce sont des jeunes. Vous savez, en Afrique, la majorité de notre population a moins de 30 ans. Oui. Plus de.